Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Oh mais... Ouh, ce mur d'eau, cette force, c'est de l'énergie en barre, non? Eureka! Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux énergies sous toutes leurs formes et au développement durable. On se penche aujourd'hui sur l'hydroélectricité, énergie renouvelable majoritairement produite grâce aux barrages. On visitera justement l'un des plus célèbres du pays, en Valais et en compagnie d'Éric Rudas, secrétaire général de Grande Dixence SA. On en profitera aussi pour revenir sur l'épopée que fut le chantier de construction de cette star des barrages suisses dans les années 50 avec l'historien valaisan Jean-Henri Papillou. Et puis on verra avec Steve Gobert de chez Viteos que si la période de sécheresse que nous traversons n'a pas de conséquences sur la production électrique des géants de béton dans les montagnes, elle impacte celle des centrales au fil de l'eau. Mais d'abord, comment que ça marche l'hydroélectricité ? L'homme utilise la force de l'eau depuis des siècles pour se faciliter le boulot, comme quoi l'oisiveté peut avoir de bons côtés. Pour l'hydroélectricité, c'est le même principe. Le mouvement de l'eau fait tourner une turbine qui produit de l'électricité. En Suisse, on utilise deux méthodes. Dans les centrales au fil de l'eau, où le débit du cours d'eau détermine la quantité d'énergie générée, et dans les barrages, où l'eau accumulée est lâchée en contrebas pour turbiner. La Grande Dixence en Valais est l'un des plus célèbres barrages. Perché à 2365 mètres d'altitude, cet ouvrage a été construit entre 1951 et 1961. Bonjour Jean-Henri. Jean-Henri Papillou, notre premier témoin, ancien directeur de la médiathèque Valais, est le président de la Société d'histoire du Valais roman. Il va nous raconter le chantier pharaonique que fut Grande Dixence. On le retrouve au bas de l'usine de Chandolination, créée pour le premier barrage construit en 1930 et qui est aujourd'hui englouti sous les eaux du lac des Dix. C'était un des tout premiers grands barrages alpins avec une chute d'eau impressionnante, c'est la plus grande de l'époque, 1748 mètres. Et puis ça a alors transformé la vallée parce qu'il a fallu améliorer les voies de circulation pour monter le matériel, accueillir des gens. Enfin, c'était vraiment une source importante du développement du Val d'Hérens. Cette usine ici fonctionnait déjà à l'époque ? Elle a été créée pour le premier barrage de la Dixence. Il fallait une chute importante. C'est ce qu'on voit juste derrière nous là. Alors ce sont ces immenses tuyaux doubles qui sont crétés parce qu'il y a une force extraordinaire. Un des ingénieurs qui a travaillé sur ce premier barrage, je crois qu'il était neuchâtelois. Jean Landry, qui était directeur de EOS, qui est un peu la grande compagnie, société anonyme qui regroupe tous les cantons romands, qui avait besoin de cette électricité d'appoint pour l'hiver et puis pour les heures de pointe. Et comme l'électricité ne se stocke pas, il faut produire. Et ce qui est génial avec les barrages, il suffit de tourner le robinet et puis vous avez la décharge à la maison. Enfin, la décharge, l'électricité. Ce barrage de la Grande Dixence, à l'époque de sa construction en 1950, c'était l'effervescence dans la vallée. C'était l'effervescence dans la vallée parce que c'était une vraie épopée qui a bénéficié de circonstances intéressantes. Il y avait un grand besoin d'électricité parce que l'industrie se développe, les ménages utilisent beaucoup plus d'électricité. C'est pharaonique. On déverse des milliards de kilos de ciment, donc il y a des ouvriers qui travaillent en permanence et parallèlement, des tunnels sont creusés de la Dixence jusqu'à Zermatt, donc il y a des équipes de mineurs, il y a des équipes pour le bétonnage et puis il y a tout. Jean-Luc Godard est venu comme téléphoniste travailler sur la Dixence avant de faire son film et puis il y a des géomètres, il y a vraiment une palette de professions qui est très grande, des cuisinières bien entendu parce qu'il faut manger. Quand on voit soit les photos, soit les films qui montrent bien le travail des ouvriers, 11 heures par jour, donc on va encore avec la pelle, on étale le béton avec la pelle, on se promène avec des brouettes, c'est pas encore la mécanisation.
Alors ce qui explique bien sûr la durée du chantier, même si ça a été très rapide pour l'époque. Le barrage a été construit en 10 ans. En une dizaine d'années, alors qu'on prévoyait un peu plus. Normalement, ça aurait dû se terminer en 1966, mais en 1964, on fait déjà la mise en eau avec le barrage qui n'est pas terminé parce qu'on a vraiment une demande d'électricité qui est forte, donc des possibilités de rentabiliser cet investissement qui est énorme. Pour exploiter l'eau du lac des 10 qui peut contenir jusqu'à 400 millions de mètres cubes, 5 stations de pompage acheminent le jus de 35 glaciers au travers d'une centaine de kilomètres de galeries. Ouf, ça en fait des chiffres. Vous en voulez encore? Alors écoutez donc Éric Ruda, notre deuxième témoin. Bon an, mal an, Grandixence produit 2000-2200 gigawattheures par année. L'équivalent de la consommation de 400 000 ménages en Suisse. On dit que c'est le plus haut barrage poids au monde. Je vous le confirme, c'est le plus haut barrage poids au monde. Qu'est-ce que ça veut dire rapidement, barrage poids? Barrage poids, c'est une catégorie de construction de barrages. Sommairement, le poids de la digue de béton est censé repousser le poids qui se trouve en amont. Est-ce que vous pouvez rappeler ces mensurations, si on peut dire ça comme ça? Ces mensurations, 284 mètres de haut, 200 mètres de large d'épaisseur à la base, 15 mètres au couronnement, 700 mètres longueur au couronnement. Dans ce mur en béton, il y a 32 km de galeries. À quoi elles servent? Elles ont déjà permis de progresser pendant le chantier. Et les galeries verticales, elles, servent à contrôler les mouvements du barrage. À l'intérieur de ces puits verticaux, on retrouve des pendules. C'est un câble qui fait toute la hauteur du mur. Au fond du mur, on a un poids de 150 à 250 kg au fond du câble. Et en fonction du remplissage du lac, l'ouvrage, aussi costaud soit-il, il est très souple et il avance. Et ces pendules nous permettent de mesurer l'avancement du mur, si cet avancement se tient dans des normes normales, acceptables et conformes. Rassurez-nous, là, on est au top au niveau de l'avancement. Pas de risque. Là, on est au top, le barrage est quasi plein, le mur a progressé vers l'aval d'une dizaine de centimètres, comme il le fait depuis sa construction, il n'y a pas de souci à avoir. Donc finalement, c'est souple, même un ouvrage en béton comme celui-là. Ouais, ça peut paraître paradoxal, mais l'ouvrage rigide, robuste que le mur de la Grandixence, eh ben, il est souple. Techniquement, comment est-ce que ces gigawatts sont produits? Alors le principe du lac à accumulation, c'est qu'on collecte les eaux en amont du bassin d'accumulation, on les stocke et on turbine, donc il y a des galeries qui amènent cette eau vers des usines qui sont plus bas en altitude. On travaille avec la hauteur de chute, la pression de l'eau et non pas le volume d'eau. Ce qui peut être le cas dans d'autres Ce qui est le cas par exemple dans les ouvrages au fil de l'eau, là c'est le volume d'eau qui est prédominant. La Suisse compte plus de 1000 installations hydroélectriques au fil de l'eau, totalement dépendantes du débit des cours d'eau. Et la période de sécheresse que nous traversons a forcément un impact sur ce mode de production. 17 installations au fil de l'eau produisent de l'énergie hydroélectrique. Dans le canton de Neuchâtel, soit environ 20% de la consommation électrique annuelle. Enfin, quand il y a suffisamment d'eau. Notre troisième témoin, Steve Gobert, connaît bien ce phénomène. Il travaille pour le distributeur et producteur d'énergie Viteos. Nous l'avons rencontré fin août, en pleine période d'étiage à Neuchâtel. Une centrale hydroélectrique au fil de l'eau, malheureusement, certaines doivent s'arrêter, comme celle-ci qui se trouve ici, donc à la Serrière, par le fait de manque d'eau, manque de pluviométrie. Mais c'est vrai qu'on traverse une longue période d'étiage, mais dans les années tout à fait type, on peut de toute façon dire qu'en août, ce n'est pas des productions hydrauliques très importantes. Donc pour l'instant, attendons les pluies d'automne et on verra, on tirera le bilan en fin d'année. Au 25 septembre, la sécheresse est toujours d'actualité, alors ce manque de production hydroélectrique est forcément compensé. Comme la pluviométrie est mauvaise, au moins l'ensoleillement est bon. Nous avons les centrales solaires avec lesquelles nous faisons de l'énergie. Nous avons quand même encore une ou deux machines qui fonctionnent. Mais sinon, c'est clair qu'on ira chercher l'énergie au barrage, où c'est que les glaciers fondent. Là, il y a de l'énergie hydraulique qui se fait. Et puis malheureusement ou heureusement, ça dépend des personnes, de l'énergie nucléaire.
Jusque dans les années 70, avant le développement du nucléaire, l'énergie hydraulique représentait près de 90% de la production électrique suisse. En 2017, cette part s'établissait à 59,6%. Et ce pourcentage est censé augmenter avec la stratégie énergétique 2050. Eureka, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour parler énergie et développement durable. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut! Oh, j'ai un peu froid quand même, hein? Il va faire rire. C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.